Alors bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce sixième épisode du séminaire Biblio-Covid. Il nous en reste quatre, donc un en septembre, octobre, novembre et puis le dernier en décembre. Pour aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de changement climatique. Alors peut-être vous demanderez-vous ce que le changement climatique a à voir avec le confinement qui a lui suscité, entre autres choses, ce séminaire. Peut-être vous demandez-vous aussi ce que le changement climatique a à voir avec les bibliothèques tout court. Et ce sont des bonnes questions, ce sont évidemment des questions légitimes, et on va tâcher d'y apporter quelques éclairages pendant cette introduction, et puis on retravaillera dessus pendant l'atelier. Alors commençons peut-être déjà par nous demander ce que le changement climatique a à voir avec le confinement. Celui-ci, vous le savez, il a été l'occasion d'un certain nombre de prises de conscience en matière écologique. D'abord, pour commencer peut-être par la présence des animaux dans des villes qui ont été désertées par les voitures, les humains, et cetera. On a vu circuler un certain nombre de vidéos, sur le sujet, je vous en ai mis en quelques exemples sur le blog. Mais cette présence des animaux suite à notre disparition, elle révèle surtout combien notre présence est contraignante finalement pour les autres espèces animales et ce de manière très rapide. Ensuite, le confinement a conduit une partie des citoyens, qui peuvent se permettre ce genre de considération évidemment, à avoir un sursaut de moindre consommation. Éviter de sortir, économiser ce dont on se nourrit, limiter sa consommation parce que soit elle paraît futile dans des temps, de crise ou parce qu'elle obligerait finalement des travailleurs à risquer leur santé pour nous livrer des choses, voilà, des biens dont on pourrait considérer qu'ils sont dispensables. Et puis enfin, toujours lié au confinement, le fait de se défaire des emballages en ramenant les courses, vous vous rappelez, on faisait un peu ça au début, a conduit à prendre conscience de la masse de ces plastiques, cartons et autres et à favoriser, très certainement les achats en vrac. Alors on peut dire finalement que le confinement a facilité la prise de conscience sur des aspects qui sont directement écologiques, qui sont relatifs à, ce qu'on pourrait dire une attention portée à l'équilibre entre l'activité de l'homme et les conditions d'évolution de ce qu'on appelle la nature. La faune et la flore aquatique et terrestre, mais aussi les espaces, ce qu'on appelle préservés ou naturels. Alors, ça c'est un point, mais poursuivons notre exploration en observant d'autres prises de conscience qui ont été suscitées par ce même confinement. L'isolement des personnes, par exemple, alors soit du fait d'une solitude qui était déjà habituelle, je dirais, et qui d'habitude justement est brisée par le milieu du travail ou par les interactions quotidiennes dans les magasins ou autres. Soit du fait d'un manque d'accès à des outils numériques qui conduit à une rupture en fait sociale dans des temps où tout passe par la dématérialisation. Et ça a été particulièrement manifeste pendant cette crise. De même, les inégalités très fortes qui traversent notre société ont été exacerbées pendant cette crise. Alors qu'il s'agisse d'avoir un espace correct pour le confinement, hein, donc pouvoir vivre tout simplement dans un espace de taille correcte, mais surtout de conditions de vie correctes, ou qu'il s'agisse de pouvoir se nourrir à sa faim. Et par exemple, je pense à l'absence des cantines scolaires. Alors de nombreuses actions de solidarité et notamment de voisinage se sont mises en place pendant le confinement, ce qui nous laisse entrevoir que la sociabilité n'avait finalement pas totalement disparu de notre société. Et puis dernier point, ce confinement a mis en évidence que nos vies se jouent à toute allure, en course constante, stressante. Alors, ces éléments, vous le comprendrez, ils ne concernent pas ici ce qu'on appelle l'écologie, comme on l'a dit tout à l'heure, mais plutôt ce qu'on appelle l'environnement. Et on entend par là l'ensemble de ce qui se joue sur nos conditions de vie. On parle donc d'une prise de conscience, si vous voulez, tout simplement de nos conditions d'existence quotidienne. Bruno Latour, dans son ouvrage qui s'appelle Où atterrir, définit le climat comme les rapports des humains à leurs conditions matérielles d'existence. En d'autres termes, on a pu voir pendant le confinement que nos conditions matérielles habituelles sont inégalitaires, qu'elles occasionnent de la douleur, physique ou psychique, qu'elles ont un impact évident sur les conditions d'existence des autres espèces vivantes, etc., etc., et qu'en gros, notre climat de vie est en crise. Alors, finissons peut-être notre tour exploratoire de nos prises de conscience en pointant que une prise de conscience les dernières, on va dire, en pointant que le rapport entre changement climatique et pandémie n'est plus à faire. Le fait est que la pandémie a permis une prise de conscience plus globale sur le lien entre nos modes de vie et de consommation mondialisés, l'émergence des maladies infectieuses émergentes, les conséquences sanitaires, sociales, économiques, etc.
Alors certes, la crise qu'on traverse là est d'ampleur inédite, mais ce n'est pas la première pandémie que nous connaissons, et c'est encore moins la première de la famille de ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire des maladies infectieuses qui se sont transmises de l'animal à l'homme, comme par exemple les grippes aviaires ou le sida. Il y a plusieurs articles publiés dans la revue Nature qui pointent du doigt la responsabilité humaine dans l'apparition de ces maladies et qui prédisaient même d'ailleurs l'apparition future de grandes pandémies. Par exemple, David Kamen, dans Spillover, parlait déjà en 2013 du Next Big One. Ok. Donc, qu'on aille de la domestication animale à l'empiètement sur les territoires de vie sauvage de nombreuses espèces, l'homme s'expose clairement, avec une proximité toujours de plus en plus importante, à de nouveaux agents pathogènes. C'est gai, non? Et je vous l'avais dit que c'était un séminaire sur les crises. Non? Bon, vous l'aurez compris, nous sommes en crise. Mais attention, il faut bien comprendre que la crise n'est pas nouvelle. Cette emprise de l'homme sur la nature est même devenue, et même considérée, si vous voulez, et même manifestée dans une ère géologique spécifique qu'on appelle aujourd'hui l'Anthropocène, et qui se fait aussi le synonyme de nombreux dérèglements, aussi bien écologiques que sociaux et économiques. En d'autres termes, de dérèglements climatiques, au sens global. Changement climatique, ça a donc une double spécificité qu'il faut bien comprendre. D'une part, ce n'est pas le changement qui soit nouveau, ce qui le rend dramatique, c'est aussi bien son accélération que sa négation. C'est-à-dire quiconque nie qu'il y a un changement climatique nie totalement la manière dont nous vivons aujourd'hui. Et d'autre part, ça ne concerne pas que l'écologie, mais bien tout notre environnement. Parler de changement climatique revient à parler de changement global. Alors, une fois ceci posé, et maintenant ceci plus ou moins clarifié, il convient de se demander si nous devons parler de lutte contre le changement climatique. Alors, à mon sens, il ne s'agit pas de lutter contre le changement climatique dans l'idée qu'on pourrait revenir à un âge d'or, dont on ne saurait dire d'ailleurs à quel siècle il se situerait, puisque l'emprise de l'homme sur la nature est aujourd'hui manifestement très vieille, mais plutôt de prendre conscience de ce climat de vie et de lutter pour instaurer un nouveau climat qui serait plus respectueux, plus égalitaire, plus solidaire, plus écologique, etc., etc. En ce sens, certains parlent de transition écologique et solidaire, pour signifier qu'il faut engager en gros les humains et leurs institutions dans une transformation qui serait d'une part pas uniquement écologique, la lutte contre le réchauffement par exemple, et pas uniquement solidaire, la lutte contre la pauvreté, mais qui au contraire lie tous ces axes. L'agenda 2030 de l'ONU propose dans le même cheminement de pensée, par exemple, une liste de 17 objectifs à atteindre, qui couvrent aussi bien la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de production et de consommation de nourriture, l'amélioration de la santé et du bien-être, l'accès à des conditions favorables d'apprentissage et d'éducation, et notamment pour les filles et les femmes, la lutte contre la discrimination, la transformation des villes en espaces sécurisants pour tous, la possibilité de participer à la politique et à la justice, et en même temps l'amélioration de la maîtrise de l'énergie, l'assainissement de l'eau, la responsabilisation de la consommation, la protection des faunes et flores aquatiques et terrestres, etc. Il y en a 17. En d'autres termes, il ne faut pas tant lutter contre le changement climatique, mais au contraire, il faut vouloir transformer notre climat global pour ne laisser de côté aucune des relations que nous entretenons avec nos conditions de vie. Santé, alimentation, niveau de vie, éducation, consommation de biens, d'énergie, etc., etc. Et ce, d'autant plus que le changement s'accélère et que les conséquences du climat actuel sont bien trop dramatiques pour qu'on n'y fasse pas face. Alors revenons aux bibliothèques, ou plutôt allons aux bibliothèques. Dire que les bibliothèques auraient un rôle à jouer dans ce travail de transformation, adaptation, transition, signifie reconnaître aux bibliothèques qu'elles ont un rôle à jouer dans l'évolution de la société, tout simplement. Et je vous ai déjà dit dans l'épisode 1 du séminaire quelle était ma conception du rôle de la bibliothèque par rapport à l'évolution de la société. Je le décris en gros comme une participation à la résolution de problèmes, je range mes feuilles, excusez-moi, à la résolution de problèmes et de crises du vivre ensemble, de crise de la possibilité, si vous voulez, d'avoir une existence commune sur un territoire partagé. Or, la transformation de notre climat, au sens global, encore une fois, multiplie les situations de crise. Je sais pas, la possibilité de survivre, se nourrir tout court, puis se nourrir convenablement, être en bonne santé. La conservation des identités aussi,
On peut regarder à ce sujet ce que deviennent les peuples arctiques en lisant notamment, par exemple, le magnifique ouvrage de Natacha Martin, Les âmes sauvages. Ou alors on peut relire d'ailleurs ces mots de Bruno Latour, toujours dans Où atterrir, qui dit qu'il nous faut découvrir en commun quel territoire est habitable et avec qui le partager. C'est aussi la question de la possibilité de ne pas faire que survivre, pour faire un petit clin d'œil en passant, en temps de pandémie, au roman Station Eleven d'Elimi Samandel. Bref, vous comprenez que les situations de crise sont nombreuses. Alors, il ne s'agit pas de penser que par nature, la bibliothèque joue sur tous les niveaux. Il s'agit plutôt de penser que dès qu'il y a une crise dans la société, la bibliothèque doit jouer son rôle. Et son rôle, c'est quoi? C'est d'émanciper. C'est de permettre à chacun de trouver les moyens de participer à la construction du vivre ensemble, donc de résoudre les crises. Il n'y a aucun intérêt, en fait, statistique, je dirais, à prendre l'occasion des crises pour réaffirmer notre rôle et pour dire non, mais les bibliothèques sont toujours utiles, etc. C'est pas ça. Il convient plutôt d'assumer un rôle qui, en vérité, n'existe que lorsque nous sommes dans une société qui accepte son évolution constante et qui accepte d'être régulièrement questionnée par des crises. Une société démocratique, en d'autres termes, comme la décrirait John Dewey, dont vous savez que je suis fan. Vous connaissez pour lui mon attachement. En gros, c'est une société qui accepte la mise en évidence des problèmes, des conflits, des crises, et qui s'ingénie à donner les moyens à chacun de s'engager pour résoudre ces problèmes. Ça, c'est notre rôle en tant qu'institution culturelle, avec les moyens qui sont les nôtres. Alors à nous de voir comment les bibliothèques vont jouer leur rôle dans des sociétés démocratiques qui sont appelées plus que jamais, du fait de ce changement climatique particulièrement dramatique actuellement, à se renouveler. Alors plusieurs approches sont possibles. La première, c'est de s'appuyer sur des outils de définition et d'évaluation des actions à mener pour améliorer la situation globale. Donc pour créer, si vous voulez, des bibliothèques durables. Dans un article de l'ouvrage Vers des bibliothèques globales, Joachim Schöpfel et Jean-Pierre Vaugin proposent d'étudier la contribution des bibliothèques à ces transformations en termes de performance globale. Alors, performance globale des bibliothèques, si vous voulez. Il s'appuie pour ça sur l'agenda 2020, qui est le grand frère de l'agenda 2030 de l'ONU. Alors, il s'agirait de mesurer, en fait, l'engagement de la bibliothèque en termes de performance sociale. Donc, c'est très intéressant parce que c'est l'amélioration de la qualité de vie des agents de la bibliothèque qu'il ne faut pas oublier, effectivement. La performance sociétale, c'est l'amélioration de la qualité de vie dans la société. La performance écologique, la protection de l'environnement naturel. La performance commerciale, donc le développement du secteur d'activité, dans notre cas, où est l'innovation, comment se passe l'innovation dans la bibliothèque, qu'est-ce qu'on apporte de plus, qu'est-ce qu'on innove, et la performance économique, les activités liées aux questions économiques, les marchés, etc. etc. Il s'agit donc de mesurer l'action de la bibliothèque avec des indicateurs qui vont être relatifs à ces 5 champs. Alors, ce n'est pas la seule approche qu'on peut avoir en termes de catégories. La bibliothèque peut aussi se donner pour objectif et engagement d'agir sur les 5 P du développement durable de l'ONU. Ces 5 P, c'est People, donc les gens, le peuple, Prosperity, la prospérité, Planet, la planète, Partnership, le partenariat, and Peace, la paix. Je vous ai mis une petite image dans le fichier de représentation de cette structure et autour du développement durable qui a été réalisée, cette petite illustration, par le Global Development Research Center, le GDRC, qui lui-même s'organise en 5 champs d'action: l'environnement, le monde urbain, l'économie, la communauté, l'information. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières en fait de penser ces structures dans lesquelles on peut dire si la bibliothèque se montre utile, si elle est performante, si elle agit sur ces champs. Alors, si on peut le montrer, il nous faut des indicateurs pour cela, si on peut le montrer, elle participe de l'action de développement durable, on va dire, de sustainability de la société. Alors, suite à la publication de l'agenda 2030, la New York Library Association a engagé dans le même mouvement de mesure et d'engagement une certification bibliothèque durable qui, elle, s'appuie sur 12 catégories. Il y en a 7 qui concernent directement des questions écologiques. Enfin, 7 sont des catégories écologiques, si vous voulez.
Le 1er, c'est tous les engagements en termes d'organisation qu'on peut faire. Le deuxième, c'est le travail sur l'énergie. Le troisième, c'est les déchets, le recyclage. 5e, les commandes. 6e, le transport. 7e, tout ce qui est sol, terrain et notamment pour les bibliothèques qui ont un jardin. Et le dernier, c'est l'eau, tout ce qui concerne l'assainissement de l'eau. On retrouve là, certaines des catégories qu'on trouve, dans l'agenda 2030 et là encore, il s'agit pour la bibliothèque de dire: «Qu'est-ce que je fais là-dessus? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux le travailler?» et cetera. Et puis il y a 5 catégories qui concernent, plus directement le secteur d'activité et ici, qu'il faut traiter au regard du secteur d'activité de la bibliothèque. Donc le 1er, ce sont les partenariats. Le deuxième, c'est l'engagement communautaire. Le 3e, c'est la justice sociale et la résilience, pardon. Le 4e, c'est tout ce qui concerne les finances, le budget et le dernier sont les collections. Et là encore, il s'agit à travers ces catégories de définir, des indicateurs et pour les bibliothèques, de marquer des engagements, de s'y tenir évidemment et de pouvoir dire: «Voilà, on a coché toutes les cases, de l'action, toutes les cases nous permettant d'être certifiés comme bibliothèque durable». Alors en Europe actuellement, l'association Eblida a monté un groupe de travail qui s'appelle ELSA, qui est European Library Sustainable Assessment, qui donc travaille sur l'évaluation de la durabilité des bibliothèques européennes et qui travaille à définir, en d'autres termes, des indicateurs spécifiques pour les bibliothèques pour chaque cible des objectifs de développement durable de l'ONU de l'agenda 2030, donc pour les 17. Et à l'ENSIB, un travail de recherche est en cours également sur ces indicateurs et plus généralement sur l'éthique et la bibliothèque. Voilà. Alors vous comprendrez que toutes ces approches de mesure et d'évaluation sont absolument fondamentales pour définir des actions menées, les actions qui sont à mener et pour assurer, si vous voulez, une présence de la bibliothèque dans les discussions autour de l'agenda 2030 ou du développement durable, si vous voulez, ou du changement global en termes de politique publique. Et cependant, pour aujourd'hui et pour notre atelier, nous proposons de prendre une autre approche qui ne serait pas de dire que la bibliothèque doit être durable ou doit se montrer durable, même si elle doit l'être, et non seulement elle doit l'être, mais au sens de sustainable, anglophone, hein, donc de capable d'adaptation et de résilience. Ce que je vous propose, c'est plutôt de se dire qu'aujourd'hui, la société fait face à une crise que la bibliothèque se doit d'accompagner. Et du coup, je vous propose qu'on ne parte pas des outils de définition d'action de développement durable, mais qu'on parte de la bibliothèque elle-même pour voir ce que la crise à laquelle elle fait face appelle en elle de transformation. En elle, la bibliothèque. Et pour cela, il me semble qu'un bon chemin serait d'arpenter celui qui était défriché par David Lankes, un enseignant-chercheur en sciences des bibliothèques aux États-Unis. Alors pour David Lankes, dans un ouvrage qui est phénoménal qui s'appelle l'Atlas de la nouvelle bibliothéconomie, que je vous encourage vivement à acquérir, le rôle de la bibliothèque, c'est d'améliorer la société par la création de connaissances dans la communauté. Par communauté, on entend ici l'ensemble des personnes susceptibles d'être touchées par les actions d'une bibliothèque, son public et son non-public, ou pour le dire autrement, en gros, l'ensemble des citoyens de ce qui fait cité, que ce soit une ville, chez nous une interco, un département, enfin bref, un territoire partagé. Dans son atlas de la nouvelle bibliothéconomie, Lankes liste 4 facettes de l'action à mener. En vérité, il en liste encore 2 autres, mais qui sont vraiment spécifiques au métier, à l'apprentissage du métier, et je les mets de côté pour prendre celles qui sont vraiment spécifiques à l'exercice de la bibliothéconomie. Je vais vous présenter ces 4 facettes sous forme de questions que je vais commenter en lien d'une part avec les enjeux qui, à mon sens, questionne actuellement notre manière de mettre en œuvre notre métier, et puis d'autre part, la question du changement climatique et de ses spécificités. Tout ça pour avoir une sorte de vue d'ensemble des questionnements à aborder pendant l'atelier. Alors, la première question, c'est quelle vision du monde et donc quelle connaissance aidons-nous à construire? Il s'agit ici de voir l'action de la bibliothèque en termes d'accès à l'information et à la documentation, et en d'autres termes, c'est l'action en termes de collection, sa constitution et son organisation. Il me semble qu'aujourd'hui, cette facette de l'action des bibliothèques doit être questionnée à travers la notion de légitimité. Quelles sont les connaissances que légitime la bibliothèque? Qui ou quoi fait autorité? Définir le champ des autorités
permet de voir quelle vision du monde porte la bibliothèque. Parler de légitimité revient évidemment à parler d'une collection qui ne soit pas construite uniquement autour de connaissances consacrées par l'édition, mais aussi de connaissances construites collectivement, avec ou par les usagers, ou avec ou par les habitants, les citoyens. Un des enjeux du coup de la constitution d'une vision du monde est de savoir comment identifier les lieux de production de savoir qu'on va définir comme légitimes. Or, il me semble que la spécificité du changement climatique, d'autant plus, parce que c'est un changement global, et que les discours sur celui-ci relèvent de plusieurs champs disciplinaires. On va trouver des éléments en géologie, en chimie, en sociologie, en anthropologie, en économie, en géographie, partout. Mais aussi, ces discours relèvent de plusieurs sources. On a les discours des chercheurs, des associations, des gouvernements locaux, des gouvernements nationaux, des institutions internationales et bien sûr des habitants, dont les savoirs mobilisés sont particulièrement activés en ce qui concerne les questions environnementales et écologiques. Tout le travail sur la participation s'appuie d'abord sur la participation sur ces questions-là. Ajoutons à cela que la temporalité des discours sur le changement climatique est un aspect fondamental à prendre en compte, tant l'évolution de la situation est rapide. L'obsolescence des informations rend nécessaire un autre niveau de réflexion sur la légitimité de ces collections. À nous de voir, pendant l'atelier, comment on va pouvoir renouveler le sens de la collection en prenant en compte ces éléments-là, pour répondre à quelle vision du monde sur le changement climatique nous pouvons aider à construire. La deuxième facette, c'est quelle conversation sur ces connaissances aidons-nous à tenir. Il s'agit ici de la capacité de la bibliothèque à manifester et activer le dialogue entre les idées. Et pour ça, les bibliothèques ont deux méthodes, la médiation et l'animation. Alors je distingue les deux, au sens où pour moi, une animation est événementielle et synchrone, ce qui n'est pas le cas de toutes les médiations qui peuvent prendre une forme asynchrone, comme par exemple les tables de présentation, les webzines, etc. Les médiations et animations participent à la circulation des idées. Non pas en mettant à disposition, ça c'est la facette 1 dont je parlais tout à l'heure de collection, mais bien en confrontant et en interpellant. Il me semble aujourd'hui que cette facette de l'action des bibliothèques doit être questionnée à travers celle de neutralité et plus généralement à travers celle de conflit. Les bibliothèques peuvent-elles, au sens double de capacité et de pouvoir, éviter de médiatiser une vision du monde qui n'est pas de parti pris? Est-ce que la responsabilité de la bibliothèque envers la société ne demande pas à ce qu'on fasse fi d'une neutralité qui en vérité a toujours été plus une posture de défense en cas d'attaque qu'une construction réelle? Par exemple, peut-on aujourd'hui faire objectivement circuler des informations sur la négation du changement climatique? Et plus encore, est-ce qu'on peut aujourd'hui éviter les sujets de conflit? Ceux de la société en général, alors par exemple la 5G actuellement, ou ceux de son territoire en particulier, et là je vous laisserai compléter les parenthèses pour prendre les conflits de votre territoire. En gros, est-ce qu'on peut éviter ces sujets de conflit si on veut mener à bien la mission de conversation sur les connaissances? Et là encore, la spécificité du changement climatique ajoute à la complexité de la question. C'est qu'il demande aux habitants d'accepter des transformations qui sont déjà là, qui sont à venir, et tout ceci est forcément anxiogène. Or, par nature, travailler sur le changement climatique appelle à accepter qu'il y a de l'émotion, qu'il y a du conflit entre les échanges, sauf que les institutions qui organisent du débat cherchent en général à maîtriser totalement. À nous de voir finalement dans l'atelier comment, autour des notions de changement global et de changement climatique, nous allons pouvoir assumer notre rôle de facilitateur de conflits. Alors justement, à propos de facilitation, passons à la troisième facette qui est comment facilitons-nous l'accès à ces connaissances? Il s'agit de l'action de la bibliothèque en matière de facilitation de la possibilité pour chacun de prendre part à cette circulation de l'information. En d'autres termes, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les littératies. Je vous ai mis un lien dans le document pour aller voir le travail d'Olivier Ledeuf qui donne des bonnes définitions de tout ça. Mais voilà, l'ensemble de toutes les littératies.
La bibliothèque travaille sur ces différents niveaux de facilitation à la maîtrise des connaissances. Alors, savoir les lire, ok, savoir les réutiliser, savoir en produire, savoir les partager, etc. On pourrait parler ainsi d'éducation aux médias et à l'information comme type d'action phare, si vous voulez, de cette facette. Dans le cadre du changement climatique, cet enjeu de facilitation est décuplé par le fait que le changement ne cesse pas, que son analyse repose sur des savoirs scientifiques qui sont en construction. Par exemple, la notion d'anthropocène, qui est relativement neuve et qui est encore discutée, transformée, construite, etc. Ce sont des savoirs en construction. À ce sujet, d'ailleurs, la pandémie, là, vient d'être comment dire, un exemple parfait de la construction de la science et de la visibilité de cette construction et du niveau d'anxiété que ça génère, en fait, d'avoir des scientifiques qui ne savent pas. Voilà. Et la notion d'ignorance est importante. On y reviendra. Bref, l'enjeu de facilitation, il est décuplé par le fait que ça repose sur des savoirs scientifiques qui sont en construction et que ce qui a un impact sur le changement n'est pas seulement ce qui existe déjà, mais aussi ce qui s'ajoute à nos existences. Les inventions, voilà, je ne sais pas ce qu'on va inventer demain, mais la dernière en date, c'est la 5G, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait de cette notion? Alors, en d'autres termes, la notion qui complète l'action de facilitation est celle d'ignorance, et son corollaire, l'incertitude. Comment faciliter la compréhension, la reconnaissance de la qualité, l'appréciation de la valeur d'une information quand le socle de base est celui de l'ignorance? À ce sujet, je vous invite à aller lire le livre de Daniel Innerarity sur la démocratie et la connaissance. Il me semble qu'il y a là un véritable enjeu pour la bibliothèque à être un lieu de savoir en construction et un lieu d'apprentissage de l'ignorance et de sa valeur. Ce qui me fait aussitôt penser à ce superbe bouquin d'Ursula Le Guin qui s'appelle La main gauche de la nuit, qui en parle beaucoup. Alors, à nous dans l'atelier de définir notre fonction de révélateur d'ignorance. Voilà. Enfin, quatrième point, comment inciter chacun et chacune à prendre part à la création, circulation de la connaissance? C'est la quatrième et dernière facette dont je vais parler. Il s'agit ici de l'action de la bibliothèque en matière d'accueil et la possibilité d'offrir accès aux trois premières facettes à toute la communauté. On parlera aujourd'hui d'inclusion, par exemple, pour signifier le travail mené par les bibliothèques pour accueillir le plus grand nombre, pour tisser des liens avec les publics présents, quel que soit leur rapport et leur usage de la bibliothèque, pour créer des espaces rassurants pour les habitants. Cette question de l'accueil, nous l'avons déjà travaillée, vous vous rappelez, pendant l'épisode 2 autour de la notion d'hospitalité et pendant l'épisode 3 autour de la notion de care et de vulnérabilité. Et j'ai toujours pas changé d'avis et je pense toujours que ces deux notions nous permettront de renouveler les réponses que nous pouvons faire sur cette facette en faisant de l'attention et du souci un moteur important dans la définition des modalités de diffusion de nos actions. La question du changement climatique ne renouvelle pas en soi l'accueil, il me semble, mais toute vision du monde proposée par la bibliothèque nécessite un travail spécifique sur la réception, l'implication, la mise en action, etc., en termes de vulnérabilité. En d'autres termes, les vulnérabilités dont on doit tenir compte sont aussi bien celles qui sont liées à la bibliothèque en soi que celles qui sont liées au thème du changement climatique lui-même. À nous, dans l'atelier, d'ouvrir les yeux sur ces vulnérabilités. Alors, pour conclure, nous pourrions dire que le rôle de la bibliothèque face à cette crise du changement climatique est donc toujours le même, celui, comme dirait Lankes, d'améliorer la société par la mise en circulation de connaissances. Mais on le voit également, le changement climatique amène à faire bouger les lignes de nos actions habituelles. Que peuvent donc faire les bibliothèques et dans quelle mesure affronter le changement climatique revient à accepter de se transformer, peut-être radicalement. L'atelier que nous conduirons dans le séminaire aujourd'hui nous permettra d'y voir plus clair. Voilà, alors merci de votre attention. J'espère que ce petit texte vous aura mis en appétit pour notre atelier qui se tiendra cet après-midi. Et en attendant celui-ci, je remercie déjà les animateurs et animatrices qui m'aideront à l'animer. Et je remercie tout particulièrement Johanna Wazani, qui est élève DCB à l'ENSIV et avec qui j'ai conçu l'atelier et qui a largement contribué à l'écriture de ce texte par nos échanges d'une part et par l'ajout d'éléments qui faisaient à ce texte véritablement défaut. Merci à tout le monde, à tout à l'heure. Au revoir.